40 km en suivant la Volga, se trouve la ville de Kostroma. On vient ici pour visiter l'ancienne cité royale et se promener au bord du fleuve. À Kostroma se trouve aussi la maison de Snegorochka, la fille des neiges. Petite fille du grand-père Gel, l'équivalent du Père Noël en Russie. Elle tire ses origines d'un conte pour enfants écrit dans cette ville en 1873 par Alexandre Nikolaïevitch Ostrovsky, le fondateur du théâtre russe. Elle évoque un idéal de pureté et de beauté féminine. Une animation où l'on essaie une robe de princesse et une couronne. Un retour en enfance, le temps d'un coup d'œil dans le miroir. Dans un atelier proche, Anastasia travaille la fourrure pour en faire ses chapeaux typiquement russes, nommés chapka, et des manteaux. La fourrure n'est pas considérée comme un luxe dans les régions du nord de la Russie, où sa fonction première est de protéger des froids extrêmes. C'est dans ce contexte qu'Anastasia a grandi, pour devenir aujourd'hui créatrice de mode tendance, tout en travaillant de façon artisanale. J'ai un lien avec les chapkas depuis mon enfance. Je suis née à Tchoukotka, tout au nord de la Russie. Tout le monde sait qu'il y fait extrêmement froid. On habitait loin de la civilisation. Là-bas, ce n'est pas possible de sortir sans se couvrir la tête et sans un manteau très chaud. Mon père partait chasser dans la toundra pour nous ramener de quoi manger. Ma mère travaillait les fourrures des animaux que mon père ramenait de la chasse. Donc je portais des manteaux de fourrure, des chapkas, car la température pouvait descendre jusqu'à moins 60 degrés. Au bord de la mer Baltique, s'étend Saint-Pétersbourg. Deuxième plus grande ville de Russie, elle en fut la capitale jusqu'en 1917, quand éclata la Révolution. Traversée par le fleuve Neva et de nombreux canaux, on la nomme la Venise de la Baltique. Elle possède près de 800 ponts, parmi lesquels le pont des baisers, dont la légende dit que les amoureux qui s'y embrassent ne seront jamais séparés. On y marque son attachement pour l'être aimé à l'aide d'un cadenas. Le nom de certaines de ces constructions font référence à leur couleur, comme le pont rouge ou le pont vert. Il donne accès à l'artère principale de la ville, l'avenue Nevski. Sa perspective est souvent citée dans la littérature russe, tout comme l'architecture unique de cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En témoignent les statues et détails décoratifs insolites, comme sur le pont au lion, dont les piétons ont coutume de toucher les ailes en guise de porte-bonheur. Visible de la perspective Nevski, la cathédrale sur le sang versé est un symbole de Saint-Pétersbourg. Son architecture médiévale russe se démarque du style essentiellement baroque et néoclassique de la ville. Elle fut construite
sur ordre du tsar Alexandre III, là où son père fut assassiné par un révolutionnaire, d'où son nom, la cathédrale sur le sang versé. Plus de 7500 mètres carrés de mosaïque représentent pour la plupart des scènes évangéliques. À quelques minutes au bord de la Neva, le musée de l'Ermitage abrite la plus grande collection au monde d'œuvres exposées. Construit entre le XVIIIe et le XIXe siècle, ce palais servait de résidence officielle aux monarques, qui peu à peu y ont accumulé leur collection privée. 3 millions de sculptures, peintures et objets sont exposés dans plus de 350 salles. La salle du pavillon est la plus visitée du musée. Elle est surtout célèbre grâce à son horloge du XVIIIe siècle, offerte à Catherine II par Grigory Potemkin, son favori. Cette horloge est constituée d'un hibou, associé à l'obscurité de la nuit, d'un coq qui représente le soleil et d'un pan, métaphore de la Renaissance. Il représente ainsi l'alternance incessante du jour et de la nuit. La salle elle-même est un véritable chef-d'œuvre. Colonnes en marbre blanc, dorures et moulures accrochent la lumière en toute saison. 28 lustres en cristal y brillent de mille feux. Plusieurs salles sont consacrées à la Renaissance italienne. L'une d'entre elles est dédiée aux œuvres de Léonard de Vinci. On y admire notamment la Madone Lita, la Vierge à l'enfant. Les connaisseurs remarqueront que le paysage de montagne en arrière-plan est typique des recherches de perspective du peintre. Mais une controverse reste ouverte sur l'auteur des finitions du tableau. Certains spécialistes y voient la main d'un des assistants du maître. Sur les portes situées à proximité, on peut voir une impressionnante marqueterie fabriquée à base d'écailles de tortue. D'autres peintures sont disséminées un peu partout. Des cheminées au plafond. Plusieurs fresques s'inspirent de la mythologie grecque, de la déesse des eaux salées, Amphitrite, et des dieux de l'Olympe. Un peu plus loin, un chef-d'œuvre de Rembrandt, Le Retour du fils prodigue, décrit la scène du père qui recueille son fils ruiné. Cette toile reflète le génie du peintre qui raconte au pinceau la force de la compassion. Au centre de la ville, la forteresse Pierre et Paul est le site fondateur de Saint-Pétersbourg. Pierre le Grand choisit ce lieu pour se préparer aux attaques suédoises. Connue pour son ancienne prison, elle est visitée pour sa cathédrale, où reposent presque tous les tsars de la dynastie des Romanov. Ici, le tombeau de Pierre le Grand. Là, celui de Catherine II. Il est une tradition ancestrale très appréciée dans tout le pays. Les bains russes, appelés banya. Les banya Moutminski sont les plus anciens de la ville. Dans un sauna chauffé au feu de bois à 120 degrés, le corps est légèrement fouetté avec des bouquets de brindilles que l'on nomme veliki. Ensuite, un spécialiste prodigue un soin à base de pain, de bouleau et de diverses autres essences. Chacune a ses propres vertus. Eric travaille ici depuis plus de 10 ans et connaît tous les secrets de ce traitement corporel 100% naturel. Je suis maître de la fumée au bain Moutninski. Il faut bien réchauffer chaque muscle et chaque os du corps. On recouvre le corps de bouquets de branches de chêne, de bouleaux, de genevrier, d'épicéa et d'eucalyptus du Caucase. Ce soin augmente les défenses immunitaires.
Pour être un bon maître de fumée, c'est assez simple, il faut aimer son patient. Car quand tu aimes ton patient, tu comprends ses besoins.